que lorsque je dessine un symbole avec juste un multiplieur, en réalité, il y a deux mélangeurs, enfin mélangeurs au sens analogique, multiplieur au sens numérique, dans lequel le signal d'entrée est multiplié par un oscillateur local et par sa copie décalée de 90 degrés. Et ce faisant, nous fabriquons la cosinus et le sinus de cet oscillateur local, ce qui nous permet de produire deux signaux I et Q, identité et quadrature, qui vérifient les conditions des nombres complexes. Et c'est pour ça que dans GNU Radio Companion, nous avons vu que chaque fois que nous manipulons des grandeurs avec des carrés bleus, ce sont des complexes, et naturellement GNU Radio nous propose de traiter des signaux complexes puisque ce sont les grandeurs qui sont représentatives des signaux de radiologiciel. Alors ça pose cependant un problème, c'est que ça, ce n'est vrai que si ces conditions sur la quadrature, c'est-à-dire si ce signal est exactement à 90 degrés, et si les amplitudes qui rentrent sur les deux amplificateurs ici, c'est-à-dire le terme A2 qui est ici, est le même pour les deux mélangeurs. Et ça, dans les mélangeurs IQ analogiques, donc dans l'implémentation analogique de ce système, c'est pas garanti. En réalité, lorsque vous faites un échantillonnage d'un flux de données IQ et qu'ensuite vous voudriez travailler sur I et Q respectant les conditions de quadrature, eh bien dans la vraie vie, le terme entre I et Q peut être pollué par un petit élément de phase résiduel qui ne permet pas de garantir que l'arc tangent de Q sur I donne exactement la phase, et on a peut-être une pollution sur l'amplitude d'un des deux termes, I par rapport à Q, donc le I expérimental et le Q expérimental, par rapport au cas idéal où vous avez la même amplitude et exactement 90 degrés entre les deux termes, n'est pas respecté. Et donc, il existe une multitude de méthodes d'étalonnage de ces déséquilibres des voies IQ. En anglais, ça s'appelle IQ imbalance. Donc le déséquilibre des voies I et Q qui sont polluées par cet écart de phase et par cet écart d'amplitude entre les deux voies en quadrature. Alors, je voudrais juste passer un tout petit peu de temps pour vous montrer un exemple que je trouve très intéressant. C'est un radar spatial lancé par l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Sentinel-1. Et Sentinel-1, vous pouvez trouver un certain nombre de documentation sur ce satellite sur la page internet de l'Agence spatiale européenne. Donc avec en particulier ses fréquences de fonctionnement, ses bandes passantes, etc. Je passe juste quelques secondes pour mentionner, si ça peut attirer votre curiosité, que Sentinel-1 est un radar qui survole tous les points de la planète tous les 12 jours, et ce faisant, en survolant toutes les zones de la planète, notamment il passe au-dessus du Mali. Et donc si vous le désirez, en fait vous pouvez accéder sur le site web de l'Agence spatiale européenne à ces informations. Donc en fait vous pouvez télécharger les images radars qui sont en particulier très utiles pour tout ce qui est gestion agricole et gestion de l'environnement. Mais pour ce qui nous intéresse en termes de radiologiciel, l'Agence spatiale européenne nous propose des données brutes issues de Sentinel-1. Donc si vous voulez faire autre chose que ce que l'Agence spatiale européenne a proposé avec les données IQ issues du satellite, qui normalement servent à produire des images radars. Les images radars, c'est ce qui s'appelle ici les images de niveau 1. Donc si je recherche ces informations-là, voilà, ça ce sont comme le satellite passe tous les 12 jours, vous pouvez retrouver les images avec leur date d'acquisition. Voilà, le février, les dernières images datent du 16 février. Donc vous pouvez analyser les images de Sentinel-1. Mais ce qui nous intéresse en termes de radiologiciel, c'est qu'en fait, vous pouvez aussi rechercher les images, les données brutes IQ enregistrées par le satellite et les traiter de votre façon. Et c'est exactement ce qu'on est en train de raconter avec les traitements de radiologiciels. Donc voilà, ces informations de Sentinel-1 sont relativement intéressantes. Alors je vais revenir sur Sentinel-1 dans quelques minutes, mais pourquoi je trouve que Sentinel-1 c'est intéressant ? Parce que ce radar
vous fournit les flux IQ qu'il a enregistrés depuis l'espace. Hein, c'est des données radiofréquences, simplement, au lieu de faire la communication numérique, vous faites du traitement radar avec. Et ce qu'on vous explique, c'est que ce problème habituel qui existe dans le déséquilibre des voies IQ, parce que les deux voies I et Q ne sont pas exactement orthogonales, c'est-à-dire parce qu'il y a ce résidu de phase entre les voies en identité et en quadrature, et éventuellement un léger écart d'amplitude, eh bien Sentinel-1 n'est pas pollué par ce problème, et on nous dit on n'est pas pollué par ce problème parce qu'on travaille dans le domaine numérique. Alors vous pouvez vous demander pourquoi le fait que Sentinel-1 pourquoi le fait que l'Agence spatiale européenne ait choisi une solution numérique, en quoi ça évite le problème de déséquilibre IQ. Et je trouve relativement intéressant de voir comment Sentinel-1 fait son travail. Donc si je reprends mon graphique, quand vous avez une chaîne radiofréquence, vous avez l'antenne qui reçoit l'information, et cette information, vous désirez la transposer en bande de base. Donc pour la transposer en bande de base, normalement, vous feriez un mélange. Donc si ce mélange est un mélange réel, dans ce cas, vous allez vous retrouver avec un spectre pair, qui n'est pas ce qu'on veut. Hein. On va avoir un spectre qui a la même forme sur la partie réelle et la partie imaginaire. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Ou bien vous feriez un montage dans lequel vous dites, donc ces deux grandeurs seraient réelles, c'est-à-dire un mélangeur simple, ou bien on fait un détecteur IQ, dans lequel ces deux grandeurs sont des grandeurs complexes, et dans ce cas, vous avez bien le spectre qu'on vient de demander, c'est-à-dire un spectre asymétrique, complexe, mais avec le problème que I et Q ne sont pas forcément orthogonaux. Et donc, il faut trouver une solution à ce problème. Et ce que propose l'Agence spatiale européenne, qui me semble très intéressant, c'est une solution en 2 étapes. La solution en 2 étapes, c'est de dire, on va faire dans un premier temps un premier mélange réel qui, lui, va nous amener en bande de base symétrique. Donc dans ce cas-là, on se retrouve avec un spectre dans lequel l'information qui était quelque part ici en bande radiofréquence vient se retrouver de part et d'autre de la bande des 0 Hz. Donc forcément, c'est un spectre symétrique parce que ce mélange est réel. Et donc, on a nos deux raies qui sont de part et d'autre de 0 Hz. De nouveau, ça c'est la puissance, ça c'est la fréquence. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons échantillonner ce signal, et nous allons échantillonner ce signal avec un convertisseur analogique numérique suffisamment rapide, c'est ça le point clé, avec une fréquence d'échantillonnage suffisamment grande, pour englober ces deux raies. Ces deux composantes spectrales vont être englobées dans les FE points par seconde qu'on va enregistrer. Et grâce à ça, on va pouvoir faire un deuxième mélange qui est cette fois-ci un mélange numérique, complexe. Et tout ça, c'est dans le domaine numérique. C'est ça le point clé, c'est de la radio logicielle. Et faisant cette opération dans le domaine numérique, on va pouvoir prendre un de ces spectres, le ramener à 0 Hz. L'autre spectre va être envoyé loin du 0 Hz quand on va faire cette multiplication, et il va être éliminé par filtrage. La première étape ici, c'est une opération réelle, donc en fait qui n'est pas polluée par le problème de déséquilibre d'orthogonal et IQ. Pourquoi ça c'est très intéressant? Parce que si vous faites le travail dans le domaine numérique, vous êtes dans un monde idéal. C'est-à-dire que lorsque dans Python ou dans MATLAB, j'écris quelque chose de la forme exponentielle de J2pi ft, ça c'est une équation numérique implémentée sur un processeur qui est donc parfaite. Je n'ai pas de problème d'orthogonalité entre I et Q puisque je vais écrire quelque chose de la forme cosinus et sinus. Donc le problème d'orthogonalité IQ que j'ai dans le domaine analogique n'existe pas dans le domaine numérique. Et ici, j'ai un simple mélange avec un unique mélangeur, donc il n'y a pas de question d'orthogonalité puisque je récupère à la fin un spectre orthogonal. Donc, ce que fait l'Agence spatiale européenne dans la proposition, dans ce qui vole actuellement de Sentinel-1, c'est que le signal à 5 Go 405 de Sentinel-1
est d'abord transposé à la bande de base, mais décalé d'environ 150 Hz. Vous voyez que on ne vient pas se centrer sur 0 Hz comme on pourrait le faire si on voulait exactement mesurer, mais on vient se décaler, qui est l'équivalent de la fréquence intermédiaire qu'on a vue auparavant dans une solution super hétérodyne. Donc on va se conserver une fréquence intermédiaire qui est cet écart-là, et on va faire une deuxième opération après échantillonnage de ce signal, qui elle est numérique, et qui va nous ramener le signal après numérisation en bande de base, à 0 Hz. Et l'autre ray spectral va être loin de la bande de base et pourra être éliminé par filtrage. Si vous regardez dans la description de Sentinel-1, on nous explique que la fréquence centrale de Sentinel-1 se trouve sur 5 GHz, ce sont les fréquences standards en bande C pour les radars. Et vous avez ici la description en termes de bande passante, on vous explique que Sentinel peut échantillonner un signal jusqu'à 100 MHz de bande passante. Donc si j'ai 100 MHz de bande passante, ça veut dire que le signal que je cherche à observer, c'est-à-dire le signal qui est ici, fait 100 MHz de largeur, centré sur 5 GHz, mais 100 MHz de largeur. Donc il me faut au moins, si là je veux avoir un petit peu de marge, si ça fait 100 MHz, ça fait 100 MHz, ça veut dire qu'il me faut environ 300 millions de points par seconde, 300 MHz d'échantillonnage. Donc ce convertisseur analogique numérique va échantillonner le signal suffisamment vite pour englober les deux raies spectrales de part et d'autre du spectre après mélange réel. Et ensuite, on va faire une transposition numérique pour se ramener en bande de base par une multiplication complexe numérique qui, elle, n'est pas handicapée des problèmes des déséquilibres IQ. Donc voilà pourquoi, quand vous lisez la documentation technique de Sentinel, on vous explique que vous n'avez pas besoin de faire d'étalonnage du déséquilibre IQ parce que Sentinel-1 fait ce travail dans le domaine numérique et par conséquent n'est pas affecté par ce problème. Voilà, donc il existe des solutions au même titre que la solution super hétérodyne qui avait été proposée initialement pour résoudre analogiquement les problèmes de fuite d'oscillateurs qui venaient handicaper les solutions analogiques de réception. Et bien ce problème de déséquilibre IQ qui peut handicaper les mesures des signaux radiofréquences lors du traitement par radiologiciel peut aussi être résolu par une solution qui s'apparente à une solution super hétérodyne implémentée de façon numérique, et cette fois c'est NuRadio qui fera la deuxième transposition de fréquence sous forme d'algorithme qui elle est parfait puisque je prends un signal et je multiplie par exponentielle de J2π fois une fréquence fois temps, et donc il n'y a pas de problème de déséquilibre IQ cette fois-ci. Voilà, ça c'était pour la partie détection IQ. Alors, quand on travaille, on a vu auparavant que les données qu'on acquiert dans un système de radiologiciel, on va les afficher dans le domaine temporel, mais très souvent on va passer dans le domaine spectral, dans le domaine de Fourier. Et dans le domaine de Fourier, on est capable de faire plein de choses très intéressantes, on est capable de filtrer, on est capable de trouver des signaux cachés dans le bruit, on est capable de faire énormément de choses dans le domaine de Fourier. Maintenant, il y a un gros problème quand on fait des calculs pour passer du domaine temporel au domaine de Fourier. Lorsque j'écris l'expression de la transformée de Fourier discrète, vous avez, comme on l'a vu auparavant, les échantillons acquis dans le domaine temporel qui sont multipliés par des exponentielles complexes de J2π, le numéro de la fréquence, puisque cette fois-ci on est en fréquence discrète, multiplié par k le temps de l'indice temporel, divisé par n le nombre d'échantillons qu'on va analyser, donc par n le nombre de fréquences. Et ce nombre n est le même qu'on soit dans le domaine temporel ou dans le domaine spectral, puisque la transformée de Fourier est bijective. Si j'ai n points dans le domaine temporel, j'obtiens n points dans le domaine spectral, et réciproquement lorsque je reviens du domaine spectral au domaine temporel. Donc, vous voyez que ici, pour chaque expression d'un coefficient de Fourier, j'ai besoin de faire une somme de échantillons temporels fois exponentielle de J2π n sur grand N k, c'est-à-dire n multiplication ici, il y a n fois ce terme, et je répète cette opération pour les n valeurs possibles, grand N valeurs possibles de petit n. Donc si vous faites une transformée de Fourier sur n points, grand N points, l'algorithme est dit de complexité n au carré. Il y a n multiplications multipliées par le n nombre de points qu'on mesure, donc une transformée de Fourier, c'est un algorithme dit de complexité algorithmique n carré.
Et n carré, c'est très dur. Ça veut dire que si vous avez un transformé de Fourier sur 1000 points à effectuer, vous allez faire 1 million d'opérations. Et ça, c'est relativement lourd, même avec nos ordinateurs très puissants que nous avons actuellement. Il existe un algorithme qui va exploiter le fait que ces fonctions trigonométriques, c'est pas n'importe quoi, mais ces fonctions trigonométriques, elles ont des relations de symétrie. En particulier, lorsque vous faites le cosinus de n au carré, ça vous fait cosinus de 2n. Et donc, vous allez pouvoir exploiter le fait qu'il y a de la redondance dans les fonctions trigonométriques. Alors ça, c'est connu depuis un certain nombre d'années, c'est redécouvert, ça a été a priori historiquement inventé par Gauss, et puis ça a été redécouvert année après année, ou siècle après siècle, et le plus récemment, ça a été juste pendant la Seconde Guerre mondiale, autour des années 1945, quand cet algorithme a été redécouvert, mais cette fois-ci, il avait un vrai intérêt pratique, puisque les ordinateurs étaient en train d'être créés, et donc ça allait réduire considérablement les ressources de calcul nécessaires à effectuer ce passage du domaine temporel au domaine spectral. Et cet algorithme s'appelle la transformée de Fourier rapide. En anglais, la FFT, Fast Fourier Transform. Donc la transformée de Fourier rapide va bénéficier de la propriété mathématique que lorsque vous écrivez le coefficient de Fourier numéro petit n ici, qui est la somme des termes de 0 à n-1 ici, je vais pouvoir le diviser en un morceau pair et un morceau impair. Donc je vais pouvoir dire cette somme de 0 à n-1, donc les n termes ici, je vais les extraire, le terme ici en terme pair, et donc je remplace k par 2k, et le terme impair ici, donc je remplace le k qui était là par 2k plus 1. Et donc la borne supérieure n'est plus jusqu'à n, mais elle est jusqu'à n sur 2, puisque j'ai remplacé les indices par 2k et 2k plus 1. Et si j'ai ici un terme qui est en 2k et un terme en 2k ici, vous voyez que le 2 au numérateur, je peux le passer comme un 1,5 au dénominateur. Donc le x2 au numérateur, je l'écris comme divisé par 2 au dénominateur, et de la même façon, si je prends le plus 1 qui est ici et que je le sors, donc ce exponentiel de j de pi n sur n fois 1, c'est un terme constant, qui ne dépend pas de k, donc je peux le sortir de la multiplication, et il me reste x de k plus 1 exponentiel de j de pi n de k, comme avant. Et donc je l'écris de nouveau exponentiel de j de pi n, le 2 qui est ici, je me rends compte qu'il y a une erreur, ce 2 n'a plus lieu d'être, il n'y a plus de 2 au numérateur puisque je l'ai placé au dénominateur. Et devant, vous avez ce terme constant qui est le plus 1 qu'on vient de faire sortir, donc ce qu'on appelle Wn qui est en sortie. Et donc ce terme qui nécessitait de faire une somme de 0 à n, vous voyez que maintenant c'est devenu une somme de 0 à n sur 2, 0 à n sur 2, multiplié par un terme constant. Et ce terme constant, si vous connaissez la borne de multiplication, vous pouvez le précalculer, vous pouvez le calculer à l'avance. Ce terme-là, vous voyez qu'il ne dépend pas de petit n, il ne dépend pas de k, il dépend uniquement de grand n, éventuellement mis à la puissance n, donc vous voyez que je peux mettre ce terme précalculé. Donc, cette somme de 0 jusqu'à n, je l'ai divisée en deux termes de 0 jusqu'à, cette fois-ci, n sur 2. Et ce faisant, j'ai divisé le problème non plus en deux termes de même longueur, mais en deux termes de demi-longueur. Donc si je le dessine sur mon papier, j'avais une transformée de Fourier que je voulais faire sur n points. Et cette transformée de Fourier, je l'ai divisée en deux problèmes, une transformée de Fourier sur n sur 2 points en termes pairs, et une transformée de Fourier sur n sur 2 points avec des termes impairs. Et si je continue ma décomposition, vous voyez que ça, je vais le décomposer en une transformée de Fourier non plus de n, je suis passé à n sur 2, maintenant je passe à n sur 4 en termes pairs, transformée de Fourier en n sur 4 en termes impairs, et puis de la même façon, je vais avoir une transformée de Fourier qui était ici un terme impair, maintenant c'est un terme en n sur 4. Alors si je garde la mémoire de ce qui a été fait, ici c'est le terme pp, et puis ici c'est le terme pi, puisque pair, 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 impair, et puis cette fois-ci c'est le terme impair, pair, et le terme transformé de Fourier en n sur 4 en impair, impair.
Donc vous voyez que j'ai décomposé mon problème initial en deux sous-problèmes de taille n sur 2, qui deviennent eux-mêmes 4 problèmes en termes n sur 4, et puis on peut continuer comme ça. Vous voyez que du coup, ça va me faire encore une fois un terme suivant, deux termes, cette fois-ci de longueur n sur 8, ça serait le terme pair, 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 impair, etc. Donc je ne vais pas tous les dessiner, ça pourrait être fastidieux. Mais quel est le point clé de cette histoire? C'est que le problème initial sur n points, vous le décomposez comme un arbre binaire. Et ça, c'est le point fondamental, c'est qu'un arbre binaire, pour arriver jusqu'à n, je n'ai pas besoin de n étapes, je n'aurai plus ici, pour aller jusqu'à 1 en bas, je n'aurai pas besoin de n branches, mais j'ai besoin de seulement logarithme en base 2, parce que c'est un arbre binaire. Donc vous voyez que le nombre de branches pour aller de n à 1 n'est pas n, mais il est log 2 de n, grâce à cette décomposition qui profite des termes symétriques. Ce que j'ai caché ici, c'est qu'à chaque fois, il y a le terme w devant les termes impairs, qui est le terme w constant par lequel on multiplie ici. Et donc, le point clé, c'est que chacune des expressions, le xn qui est devant, lui, il reste, il y en a toujours n qui sont là. Mais par contre, le calcul de chacun de ces xn ne nécessite plus n multiplications, comme c'est le cas dans la transformée de Fourier discrète classique, mais ne nécessite plus que logarithme en base 2 de n. Et ça, c'est un point fondamental, parce que, grâce à cet algorithme qui s'appelle la transformée de Fourier rapide, la Fast Fourier Transform, on est passé d'un algorithme non pas de n carré en complexité tel que c'était le cas avant, mais on est devenu un algorithme de complexité n fois logarithme en base 2 de n, puisque chacun de ces termes, il y a n termes, qui chacun nécessite un arbre binaire de longueur log 2, puisque c'est un arbre binaire 2 du n nombre de points initial. Alors, quel est le bénéfice calculatoire de ce résultat? Imaginez que vous fassiez le calcul sur n égale 1000, donc un nombre de points, 1000 échantillons. Si vous faisiez une transformée de Fourier discrète, n au carré, ça vaut 10 puissance 6 à peu près. Alors que log en base 2 de 1024 c'est 2 puissance 10, donc le nombre d'opérations que je dois faire n'est pas 1 million, mais 10 000. Vous voyez que j'ai 100 fois moins d'opérations à faire si j'utilise une FFT plutôt qu'une transformée de Fourier discrète. Donc le bénéfice en termes calculatoires est énorme, et beaucoup de traitements du signal est possible grâce à la FFT qui remplace la transformée de Fourier discrète au bénéfice d'une ressource de calcul considérablement réduite et donc d'un nombre d'échantillons beaucoup plus important qui peut être traité, un point clé quand on fait de la radio logicielle. Dans la vraie vie, je ne me rappelle pas d'avoir regardé une transformée de Fourier rapide écrite à la main. Dans la vraie vie, vous avez énormément de FFT qui existent sur Internet, qui ont déjà été implémentés pour vous. Et donc, très souvent, on va utiliser des transformées de Fourier rapides existantes. La transformée de Fourier réputée la plus rapide, c'est FFTW3 que vous trouverez sur ce site web, qui est extrêmement performante. Cependant, si vous désirez un jour l'utiliser, je vous mets en garde qu'il est indiqué dans la documentation technique de FFTW, et notamment de sa déclinaison numéro 3, que FFTW3 n'est pas thread safe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire thread safe? Eh bien, vous n'avez pas le droit de lancer plusieurs instances en parallèle de cette FFT si vous n'y prenez pas garde. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans nos ordinateurs modernes, on a soit plusieurs processeurs, soit des processeurs avec une multitude de cœurs, et donc, on est capable d'exécuter plusieurs transformées de Fourier apparemment simultanément, ou en tout cas qui partagent des ressources communes. Et FFTW est extrêmement performant parce qu'il essaye d'allouer du mieux qu'il peut les ressources disponibles sur le processeur. Mais ce faisant,
Ben, les différentes instances de FFTW doivent savoir qui occupe quelle ressource. Et donc, il faut absolument faire attention à synchroniser ces différentes instances. Et j'ai eu le problème puisque j'ai essayé d'implémenter des blocs de traitement en GNU Radio qui exploitent cette fonction FFTW. Et si vous essayez une fois, ça marche, une instance, ça marche. Si vous essayez d'en mettre deux, ça va cracher parce que eh bien, FFTW3 n'est pas thread safe alors que GNU Radio alloue un processus, un thread pour chacun des blocs de traitement. Et donc, si vous voulez utiliser cette FFT rapide, eh bien, GNU Radio l'exploite, mais à un niveau largement inférieur que le bloc de traitement, c'est au niveau de l'ordonnanceur GNU Radio, qu'il va initier des transformés de Fourier ou les structures de données des transformés de Fourier rapides, et GNU Radio s'assure que toutes ces instances de FFT savent qui utilise quelles ressources, et donc elles sont cohérentes entre elles. Donc si vous voulez utiliser cette implémentation de la FFT dans le cadre de GNU Radio, pensez bien à exploiter la version proposée par GNU Radio, qui est la même en termes de performance, mais qui fait attention de la cohérence des différentes exécutions des threads, c'est-à-dire des processus qui font la transmission de Fourier. Et donc voilà, vous avez la FFT fournie par GNU Radio qui fera le travail de façon cohérente. Donc un exemple, si vous désirez voir, il y a un décodeur que j'ai écrit pour un protocole qui s'appelle ACARS, qui est un protocole de communication avec les avions, et qui utilise intensivement des transformés de Fourier. Et en fait, j'ai résolu le problème d'incohérence de mes FFT quand j'avais plusieurs instances du bloc de traitement grâce à l'utilisation de la déclinaison de FFT par GNU Radio. Alors ça, c'est une version extrêmement performante, extrêmement rapide, mais au détriment de ressources conséquentes. Vous aurez besoin d'un ordinateur relativement puissant pour l'utiliser. Si vous vous intéressez au système embarqué avec très peu de ressources, des microcontrôleurs qui n'ont que quelques kilooctets de mémoire, il existe des versions simples de la FFT, KISS, Keep It Simple and Stupid, donc des versions simples et stupides de la FFT pour des microcontrôleurs à faibles ressources. Et puis, si vous êtes utilisateur de GPU, c'est-à-dire de coprocesseurs graphiques extrêmement rapides et performants en termes de puissance de calcul, mais très spécifiques, il existe une déclinaison de la transformée de Fourier rapide dans l'infrastructure CUDA, qui est le compilateur proposé par le fabricant NVIDIA de GPU, de processeurs graphiques, et vous pourrez utiliser les fonctions de FFTW3 presque immédiatement dans CUDA FFT, dans QFFT, simplement en rajoutant CU devant pour dire que c'est le GPU qui fait le calcul et que vous êtes sur le GPU. Voilà, donc la FFT est un algorithme au cœur du traitement de la radio logicielle, et la transformée de Fourier discrète n'est que sa version la plus basique, mais dans la pratique, vous utiliserez toujours des transformées de Fourier rapides implicitement si vous faites ces opérations. Et pour en finir avec les transformées de Fourier, sachez aussi que en fait une transformée de Fourier, ça peut s'exprimer comme un produit matriciel, c'est-à-dire que vous avez un vecteur X de mesure, et faire une transformée de Fourier, c'est faire la somme des xk exponentielles de j2π, la fréquence de Fourier fois le temps. Et vous pouvez mettre ces différents éléments, donc pour une même fréquence, les différents intervalles de temps, et puis pour un même temps, les différentes fréquences. Donc ça vous fait une matrice M de n fois n éléments. Vous allez de T1 jusqu'à Tn, vous allez de F1 jusqu'à Fn. Donc ça fait une matrice carrée de n par n éléments. Et faire une transformée de Fourier classique, c'est faire la multiplication du vecteur de mesure, n points, par cette matrice de n fois n coefficients, et à la fin, vous aurez les n éléments de la transformée de Fourier discrète. Alors pourquoi je mentionne ça ? Parce que quand vous exprimez une transformée de Fourier sous forme matricielle, vous n'avez aucune raison d'imposer que T1, T2, Tn soient équidistants. Peut-être que vous avez fait un échantillonnage qui n'est pas périodique, peut-être que votre fréquence d'échantillonnage n'est pas constante. Ou bien vous avez envie d'avoir des fréquences qui ne sont pas uniformément distribuées. Vous voyez que les F1, F2, Fn, ça peut être n'importe quelle fréquence dans le domaine d'arrivée, dans le domaine de Fourier. Mais néanmoins, si vous faites ça, vous devez absolument connaître les temps et les fréquences. Ce n'est pas parce que vous dites les temps ne sont pas périodiques que vous pouvez vous affranchir de les connaître. Il faut que vos échantillons soient datés. Il faut que vous sachiez exactement à quel moment vous avez acquis les données. Et dans ce cas, vous pouvez faire des transformées de Fourier
soit qui ne sont pas uniformément distribués en fréquence, soit qui ne sont pas uniformément distribués en temps, sous réserve de connaître les dates auxquelles les échantillons ont été acquis. Donc je pense que en fait, ça peut ouvrir des perspectives d'utilisation dans le domaine de Fourier qui sont moins restrictives que la condition d'échantillonnage périodique et d'avoir des fréquences uniformément distribuées. Alors, ceci étant dit, maintenant que nous avons tous les outils à notre disposition, nous comprenons pourquoi nous allons traiter des signaux radiofréquences complexes, nous avons les outils que sont la transmission de Fourier, donc on peut s'intéresser un petit peu à ce qu'on peut faire avec, et en particulier, je vous ai promis de te parler un petit peu de matériel, donc de regarder comment on peut utiliser GNU Radio pour traiter des signaux réels expérimentaux. Donc, déjà, en termes d'architecture, on vient de voir ensemble qu'on a l'antenne qui reçoit les signaux, on a le mélangeur, IQ, complexe, qui va prendre deux copies transposées de 90 degrés de l'oscillateur local, donc la fréquence de laquelle on veut ramener le signal de la bande radiofréquence dans la bande de base. On va avoir deux convertisseurs analogiques numériques pour échantillonner les deux sorties de ces deux mélangeurs en quadrature, I et Q, cadencés par une certaine fréquence d'échantillonnage Fs, et ces deux signaux vont finalement être traités par du logiciel, par exemple par GNU Radio. J'ai passé sous silence le fait que souvent vous essayez d'optimiser la dynamique de fonctionnement de l'ADC. On a vu avant que le convertisseur veut aller de 0 jusqu'à Vref, de 0 volts jusqu'à une tension Vref, et donc vous cherchez à utiliser tous les niveaux de quantification, les 2 puissance n niveau de quantification pour un convertisseur n bits, et donc le convertisseur, l'amplificateur à gain variable, le variable gain amplifier, donc l'amplificateur à gain variable ici, va ajuster son gain, soit de façon programmée, soit de façon automatique, si vous mettez un contrôle de gain automatique, pour essayer de tirer le meilleur parti du convertisseur analogique numérique. Donc, pour vous rappeler ce que j'ai dit auparavant, le point fondamental, c'est que ces deux grandeurs sont très différentes. Lorsque j'acquiers le signal, donc si maintenant je mets l'amplificateur à gain variable qui est ici, le premier terme détermine quelle est la fréquence radiofréquence que je viens ramener en bande de base, et la fréquence d'échantillonnage rappelle quelle est la bande passante de la mesure. Donc en termes de spectre, la grosse différence entre ces deux choses, c'est que ici, ce terme-là va dire comment je ramène le signal qui se trouve dans une bande radiofréquence RF avec un certain encombrement. Ce RF, je le ramène autour de 0 Hz, et le FE qui est ici va déterminer la largeur que j'échantillonne, puisque ici j'ai éliminé l'écart de fréquence, donc la largeur de fréquence que je vais échantillonner, c'est FE qui est ici. Donc bien faire la distinction entre ces deux termes, ce sont deux oscillateurs, ce sont deux fréquences, mais qui n'ont pas du tout le même rôle. Ce rôle ici, c'est l'acquisition, la largeur de bande, et ce rôle ici, c'est la transposition de la bande radiofréquence vers la bande de base. Donc, maintenant qu'on a bien fait cette distinction, on peut regarder un petit peu quels sont les impacts, et en particulier sur la taille des fichiers que vous allez générer. Imaginez que vous ayez des échantillons qui occupent 4 octets par échantillon. C'est par exemple le cas des nombres à virgule flottante. Ces nombres à virgule flottante, chacun des échantillons qu'on acquiert, chacun de ces échantillons I et Q, contient 4 octets. Lorsque vous allez faire une conversion vers des complexes, vous avez 2 échantillons par grandeur mesurée, puisqu'il y a une partie réelle et une partie imaginaire. Donc ça fait 8 octets par échantillon. Et vous faites ça, fréquence d'échantillonnage fois échantillon par seconde. Donc si je prends une valeur relativement conservatrice, c'est-à-dire un convertisseur qui n'est pas excessivement rapide, avec 2 millions de points par seconde, ce qui vous offre 2 MHz de bande passante, eh bien vous voyez qu'on va produire 2 x 4, 8, x 2, 16, c'est-à-dire 16 millions d'échantillons, 16 millions d'octets par seconde, et si je multiplie ça par 60, ça fait 1 gigaoctet par minute. Donc vous voyez qu'on peut assez rapidement remplir des disques durs avec des acquisitions de radiologiciels. Voilà, les gigaoctets
d'acquisition sont assez rapidement accumulés quand on fait du traitement par radiologiciel. Si on veut enregistrer les données et les post-traiter, on risque d'avoir des problèmes de place de stockage. Donc je vous mets en garde que le fait de vouloir traiter des signaux radiofréquences, ça va avoir un impact en termes de bande passante de communication et en termes de stockage lorsque vous allez essayer d'avoir des échantillons plus rapides, c'est-à-dire si vous voulez augmenter la bande passante, vous pouvez avoir une limitation drastique sur ces grandeurs-là. Donc voilà, ça veut dire que lorsque vous allez faire votre conversion, vous allez avoir cette première étape d'oscillateur local qui transpose de la bande radiofréquence vers la bande de base et ce fréquence d'échantillonnage qui détermine la largeur de bande. Alors, je vous rappelle encore une fois ce concept de radiologiciel idéal qu'on aurait voulu obtenir. Ben, voilà, on comprend un petit peu mieux pourquoi il n'est pas forcément si idéal que ça. Parce que si vous avez un signal de bande passante très petit devant la porteuse, si la bande passante occupée est petite devant la fréquence de l'oscillateur local, si vous prenez l'architecture idéale de radiologiciel dans lequel vous branchez directement l'antenne sur le convertisseur, vous allez échantillonner à une fréquence d'échantillonnage déterminée non pas par la bande passante, mais par la fréquence de la porteuse. Et ça veut dire que ce FS va devoir être énorme. Et donc, on va avoir soit du stockage phénoménal, et par ailleurs, j'ai mentionné que si on avait une source de bruit intense, un signal d'amplitude élevée, quelque part entre 0 Hz et la bande qui nous intéresse, ce signal risquait d'handicaper notre capacité à détecter une petite composante, puisqu'on va en partie saturer le convertisseur analogique numérique. Et donc, le bénéfice de cette architecture dans laquelle on a une première transposition analogique suivie d'un échantillonnage, c'est qu'on va pouvoir se contenter de convertisseurs plus lents et qui par conséquent ont une meilleure résolution. Les convertisseurs très rapides à quelques giga-échantillons par seconde ont généralement une résolution assez médiocre ou ils coûtent très très cher. Et par ailleurs, on va pouvoir bénéficier d'un nombre de données échantillonnées qui est déterminé par la bande passante plutôt que par la fréquence de la porteuse qui nous obligerait à enregistrer beaucoup trop d'informations. Alors, du coup, on va retrouver tous ces concepts dans GNU Radio. Dans GNU Radio, si vous désirez échantillonner des signaux réels, on va pouvoir définir la fréquence d'échantillonnage d'une interface matérielle, on va pouvoir définir la fréquence porteuse d'une interface matérielle et on va pouvoir définir le gain d'une interface matérielle. Si je regarde le matériel dont je vais vous parler dans quelques secondes, lorsque vous demandez à non pas avoir un signal source comme on l'a fait auparavant, mais d'utiliser la source matérielle de données. Donc je vous montrerai un tout petit peu plus tard comment on instancie ça. Donc ce pilote, c'est le pilote qui permet de diriger l'interface matérielle faible coût, qui s'appelle un récepteur de télévision qui est celui-là. Donc ce petit récepteur de télévision numérique terrestre que je vous présenterai un peu plus tard, il a exactement ce qu'on vient de décrire à l'instant. C'est-à-dire, il a une première étape, donc voici l'antenne qui vient se connecter à cet endroit-là. Cette antenne est connectée à un composant analogique qui va se charger de faire l'amplificateur de gain variable et le mélange transposition de fréquence. Donc en fait, on va avoir cette première étape ici qui est prise en charge par ce composant. Et une fois qu'on a fait cette transposition et ce gain, on va échantillonner le signal en vue de le transmettre vers l'ordinateur. C'est ce deuxième composant qui va faire cette opération de conversion analogique numérique et de transposition en USB. Et ça, ce sont les données qu'on va recevoir sur notre flux radiofréquence. Et donc, cette distinction entre oscillateur local qui détermine la fréquence centrale du signal qu'on analyse et la fréquence d'échantillonnage du convertisseur, c'est que ce composant-là est affecté à cette étape de conversion, c'est-à-dire transposition de fréquence, tandis que cet échantillonnage ici, il est pris en charge par ce composant-là. Et si je regarde en termes de paramètres de la radiologicielle, lorsque je double-clique sur ce bloc qui produit non pas des données virtuelles, mais des données physiques cette fois-ci, si je double-clique sur ce bloc, je vais trouver
les différentes propriétés du composant qui se trouve ici, à savoir, je vais retrouver les... Voilà. Je vais retrouver ma fréquence d'échantillonnage ici qui est la bande passante du convertisseur analogique numérique. Je vais retrouver la fréquence centrale donc de l'oscillateur local et je vais retrouver les gains, donc les différents étages de gain. Donc nous dans notre cas il n'y a que le gain radiofréquence qui nous intéressait. Donc c'est ce gain qui va nous permettre de déterminer le gain qui est ici. Donc vous retrouvez dans cette chaîne de traitement tous les paramètres qu'on vient de dire. Le gain de cet amplificateur est ici. La fréquence centrale, c'est la fréquence qui est centrale ici. Et la fréquence d'échantillonnage, c'est quelque chose que vous pourrez paramétrer par rapport à cette grandeur ici. Voilà. Donc, GNU Radio est non seulement capable de traiter des signaux virtuels comme on l'a vu jusqu'ici, mais il est aussi capable de traiter des signaux réels, des signaux physiques. Ces différents blocs de traitement sont implémentés en C++ et sont connectés, ou en Python, pardon, et sont connectés entre eux par des scripts Python. Alors, comment je peux profiter de cette fonction? Si je prends une chaîne de traitement, et si je reprends le dernier exemple avec lequel on a fini la première moitié de la séance, vous avez vu que lorsqu'on exécute la chaîne de traitement, en réalité, ce que fait GNU Radio, c'est qu'il a généré un script Python, et ce script Python, c'est lui qui est exécuté. On va exécuter Python 3, le fichier qui a été produit lorsqu'on clique sur la flèche vers le bas. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce script Python, je peux le regarder. Donc si je regarde par exemple le script que j'ai produit, voilà, vous avez un script Python. Si vous programmez en Python, c'est relativement facile à comprendre. Et en particulier, par exemple, on retrouve, quand je vous ai dit auparavant que chaque fois qu'on utilise une variable, c'est qu'on définit une nouvelle variable en Python, vous voyez que là, j'ai effectivement fabriqué ma fréquence d'échantillonnage, ma fréquence et mon facteur de décimation, que j'exporte dans mon bloc de traitement. Et ces variables, je vais pouvoir les réutiliser telles que je les ai écrites, par exemple, dans mes différents blocs de traitement. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que d'une part, quand on commence à être familier avec GNU Radio, on peut programmer directement en Python au lieu de passer par l'interface graphique. Donc, on peut faire des chaînes de programmation automatiques. Parce que toutes les bibliothèques fournies par GNU Radio, vous pouvez vous en servir dans vos propres programmes de traitement en Python. Et surtout parce que si vous vous intéressez aux applications embarquées, par exemple des systèmes qui n'ont pas d'écran, qui n'ont pas d'interface graphique, eh bien le script Python pourra s'exécuter sur un système embarqué. Lorsque je double-clique sur Options ici, on me propose quel type de chaîne de traitement allons-nous utiliser. Ça peut être un script qui va utiliser une interface graphique de type Qt, comme on l'a fait jusqu'ici, mais il peut ne pas y avoir d'interface graphique. Et ça, c'est très puissant parce que ça veut dire que vous pouvez exécuter le script Python sur un système embarqué sans écran. Donc typiquement sur une Raspberry Pi ou sur un petit ordinateur à simple single board computer, donc un ordinateur embarqué, vous pourrez exécuter Python sur ces blocs et sur ces plateformes et exécuter les fonctions GNU Radio sur des systèmes embarqués. Alors, ce qui peut être intéressant de regarder un petit peu, c'est comment on peut interagir avec ces blocs. Alors, je vais vous montrer un petit exemple rapide qui va notamment me permettre d'introduire le concept d'insister sur le problème qu'on a vu auparavant sur la bande de transition. Donc, je reprends mon petit exemple qu'on avait fait auparavant, dans lequel je prends une source. Et puis cette fois-ci, je vais vraiment le faire le plus simple possible pour que vous puissiez facilement comprendre le script Python. Donc je vais le faire sans interface graphique pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc ce fichier-là, on a vu qu'il faut absolument le cadencer avec un bloc throttle. Et puis je vais par exemple mettre un filtre passe-bas. Donc je vais juste envoyer ça dans un bloc filtre passe-bas. Et à la fin, je vais mettre les données à la poubelle. Donc je vais prendre quelque chose qui est
qui va simplement mettre toutes les données résultant du traitement dans la poubelle. Donc il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'affichage, je vais juste les éliminer. Donc ce script prend une donnée en source, il fait un cadencement et il fait un filtre passe-bas. Je peux donner une fréquence de coupure, on a vu ensemble que je pouvais donner par exemple un facteur de décimation, donc je peux dire par exemple je vais prendre un dixième de la fréquence d'échantillonnage, et le point auquel je vais vous sensibiliser c'est cette bande de transition. Je vous ai dit auparavant, lorsque je vais définir cette bande de transition, je vais prendre une valeur de sample sur 64. Et je vais vous justifier dans quelques minutes pourquoi je reprends cette valeur. Mais dans l'état actuel des choses, je vais vous montrer que ce qui est très puissant, c'est que ce script Python, je vais pouvoir interagir avec lui au travers du fichier qui est généré. Lorsque je clique sur ça, je dois sauver l'exemple. Pardon, je l'ai sauvé au mauvais endroit. Je vais le re-sauver encore une fois. C'est bon, c'est exemple. Et maintenant, avec mon terminal, je peux aller regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'exemple que je viens de générer. Et si j'ai éliminé toute la partie graphique qui est relativement lourde à observer, ben finalement j'ai un script Python qui est assez simple à lire puisque j'ai défini un filtre passe-bas. Et ce filtre passe-bas, j'en définis ses différentes propriétés, je connecte mes blocs entre eux, donc vous voyez que je vais connecter la source de signaux avec le bloc throttle, je vais connecter le bloc throttle avec le filtre passe-bas, je vais l'envoyer sur le sink, donc sur le puits, et à la fin, je vais simplement dire que je vais exécuter ce script. Donc ce script, je peux l'exécuter dans mon terminal de façon à m'affranchir de tout besoin d'une interface graphique. Et puis, ce programme, vous pouvez interagir avec. Par exemple, vous vous posez la question, quels sont les coefficients du filtre? C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai défini un filtre passe-bas, et je me pose la question, est-ce que je peux trouver les coefficients de ce filtre? Je vais définir dans quelques secondes. Donc, je peux interagir avec ce script pour dire, affiche les coefficients, et dans la nomenclature de GNU Radio, les coefficients d'un filtre à réponse impulsion infinie, ça s'appelle les coefficients TAPS. Et donc, si j'exécute ce script Python, vous voyez que je peux afficher les coefficients sans avoir besoin de manipuler GNU Radio. Alors là, vous allez me dire, j'ai beaucoup de coefficients, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Donc, je peux me dire, par exemple, au lieu d'avoir le nombre de les coefficients eux-mêmes, je veux savoir quelle est la longueur de la chaîne de coefficients. Et si j'exécute ce script, on voit qu'on a 155 coefficients. Alors, c'est quoi ces coefficients? D'où viennent ces coefficients qui sont utilisés par GNU Radio quand on définit un filtre passe-bas? Ces coefficients, ils viennent de l'expression d'un filtre qui s'écrivent de la forme lorsque j'écris un filtre, la sortie d'un filtre est la somme des entrées. Et le filtre le plus facile que vous pouvez imaginer, vous savez par exemple que lorsque je moyenne, je dis que la sortie à un instant donné, c'est 1 sur n des valeurs passées que j'ai observées. Donc ça, c'est le filtre le plus simple dans lequel tous les coefficients valent 1 sur n. Bon, soit. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est de former un filtre avec un certain gabarit. Donc, je vais pouvoir définir un certain nombre de b, des coefficients b, qui sont les pondérations de chaque entrée passée. Donc ça, ce sont les poids du filtre. Et ce que je veux absolument éviter, c'est d'avoir trop de coefficients. C'est-à-dire, vous voyez que pour chaque sortie, je vais être obligé de faire n multiplications si je dis que ça va de 0 jusqu'à n-1. Donc ça va être relativement lourd. Ce que je vais vous montrer, c'est que ce nombre de coefficients, il est intimement lié à la définition du filtre. Si je reprends le filtre que je viens de définir à l'instant, vous avez vu que le filtre, ici, j'ai défini un nombre de coefficients comme étant 1/64e de la fréquence d'échantillonnage. Regardez ce qui se passe si maintenant je réduis cette bande de transition.
si je reprends mon exemple, et que cette fois-ci, au lieu de diviser par 64, je dis, je veux avoir un filtre qui n'est plus la fréquence d'échantillonnage divisée par 64, mais divisée par 128. Et bien, lorsque je vais exécuter ce script, cette fois-ci, le nombre de coefficients qui était 155, maintenant il est 309. Donc, j'utilise 2 fois plus de puissance de calcul. Et puis, si je continue de cette façon-là, ben, on vient de faire 128, je peux faire 250, je peux faire encore plus. Donc, je peux dire que je vais avoir, par exemple, 256 coefficients et un 256e de la bande passante. Et vous voyez que maintenant, je vais encore multiplier le nombre de coefficients. Donc, le fait de pouvoir interagir avec ces scripts Python nous permet de comprendre en détail le comportement de leur sortie et de éventuellement ajouter des fonctionnalités qui n'étaient pas prévues initialement dans GNU Radio en venant interagir avec le script Python qui a été produit. Donc ça me paraît être une fonctionnalité très intéressante de GNU Radio et de son expression Python. Donc voilà, je vous ai mis ici un exemple de capture. Voici l'interface graphique qui vous permet de produire les chaînes de traitement. Et voici le script Python qui a été produit avec les différents paramètres que vous pouvez éventuellement manipuler au travers de vos propres programmes Python. Le point clé étant que toutes ces choses doivent être cohérentes, et c'est pour ça que je suis friand de variables, parce que chaque fois que vous voyez des grandeurs qui apparaissent plusieurs fois dans une chaîne de traitement, mettez absolument des variables pour éviter de vous tromper. Le jour où vous allez changer la fréquence d'échantillonnage de votre convertisseur à juste numérique, si vous ne faites pas des variables, ben vous risquez de vous retrouver avec une incohérence entre la vitesse à laquelle les données sont acquises par l'interface et elles vont être affichées sur un laser de spectre. Et donc l'utilisation des variables garantit cette cohérence. Et puis après, ben vous pouvez éventuellement avoir des variables que vous variez dynamiquement. C'est ce qu'on a fait avant avec la chaîne où on faisait bouger le signal, la fréquence du signal, et sauf que là, ça sera l'interface matérielle que dont vous allez modifier les propriétés grâce à cet ascenseur. Donc voilà, vous comprenez, j'espère, un peu mieux ce que produit GNU Radio. GNU Radio est une interface graphique GNU Radio Companion qui vous permet de produire des scripts Python, et en réalité, quand vous appuyez sur la flèche qui exécute le script, eh bien ce que vous faites en réalité, c'est que vous exécutez un script Python qui a été produit de façon automatique par GNU Radio Companion, et toutes les expressions que vous remplissez dans les champs de GNU Radio sont en réalité des expressions Python que vous retrouvez un peu partout dans ces chaînes de traitement. Voilà, par exemple, quand je donne les gammes, vous voyez que les gammes 88, 108 par pas de 0,1, c'est ce que vous retrouvez dans les paramètres qui sont ici. Alors, maintenant qu'on comprend un peu mieux comment on implémente de la radio logicielle, on comprend aussi que tous les algorithmes qu'on a l'habitude de manipuler dans le domaine analogique, on va pouvoir le manipuler dans le domaine numérique. Par exemple, lorsque dans le domaine analogique, je voulais faire un redresseur, c'est-à-dire une diode suivie d'un filtre passe-bas, en numérique, redresser un signal pour trouver son amplitude, c'est utiliser la valeur absolue. Lorsque je vais vouloir faire un filtre, dans le domaine analogique, je mettais une résistance et un condensateur. Là, je viens de montrer à l'instant, je vais implémenter ça sous forme d'un filtre à réponse impulsionnelle fini, dans lequel chaque sortie est la somme pondérée des valeurs passées des entrées. Alors ça s'appelle un filtre à réponse impulsionnelle fini, parce que si à un moment vous passez les x à 0, vous voyez que n coups d'horloge plus tard, les sorties seront forcément égales à 0. Donc l'avantage de ces filtres, c'est qu'ils sont inconditionnellement stables, parce que le jour où x s'arrête d'exister, le jour où x passe à 0, la sortie va passer à 0. Et puis, on a vu qu'un mélangeur, c'est ce composant que je dessine avec une croix dans le domaine analogique. Si vous êtes dans le domaine numérique, ça sera effectivement une multiplication, puisqu'on a vu que exponentielle de j oméga 1t fois exponentielle de j oméga 2t, c'est égal à exponentielle de j oméga 1 plus oméga 2t. Donc, c'est bien l'opération de mélange dans le domaine numérique. Et finalement, après, vous pourrez utiliser des algorithmes qui, eux, sont spécifiques au numérique, mais qui n'existent pas forcément dans le domaine analogique. Par exemple, la démodulation FM, lorsque vous l'implémentez dans le domaine numérique, vous n'avez pas besoin de passer par une boucle à verrouillage de phase, par une PLL.
Mais il existe des algorithmes optimisés pour retrouver directement la fréquence du signal qui a été reçu sans passer par la boucle à verrouillage de phase que vous faites dans le domaine analogique. Et finalement, on a vu cette propriété de l'échantillonnage en temps discret qui est la décimation, qui est que si je ne garde que un point sur D, c'est-à-dire si je mets D-1 point à la poubelle lorsque je regarde mes échantillons dans le domaine temporel, dans le domaine spectral, je vais réduire la bande passante. Et en fait, quand vous allez démoduler des signaux, c'est-à-dire quand vous allez extraire les informations de ces signaux, plus vous avancerez dans les chaînes de traitement, plus vous allez décimer, parce que vous aurez de moins en moins d'informations. Lorsque vous recevez une information, vous ne faites que perdre à chaque traitement un peu d'informations, vous ne pouvez pas en créer, vous ne pouvez pas inventer de l'information, et donc plus vous avancez dans la chaîne de traitement, moins vous aurez besoin d'informations, donc plus vous allez réduire la bande passante, et plus vous allez décimer, et plus vous pourrez faire des traitements complexes parce que vous avez de moins en moins de points par unité de temps. Donc il faut absolument toujours bien se rappeler quelle est la fréquence d'échantillonnage le long de la chaîne de traitement. Vous commencez avec la vitesse de cadencement du convertisseur analogique numérique, et plus vous avancez dans la chaîne de traitement, moins vous avez d'échantillons par seconde, parce qu'à chaque étape de traitement, on va réduire d'un facteur D à chaque fois. Donc pour illustrer ce point dans GNU Radio, voilà par exemple l'exemple qu'on a fait ensemble de repliement spectral. Donc on l'a fait ensemble, on avait initialement une fréquence qui certes existait dans la fréquence d'échantillonnage du signal qu'on avait défini compte tenu du cadencement de la chaîne de traitement. Si je prends un exemple à 2 millions de points par seconde, j'ai le droit d'aller de moins 1 MHz jusqu'à plus 1 MHz, et j'ai le droit de définir un signal à 120 kHz par exemple. Mais si je décime quelque part d'un facteur 10 et que j'oublie de mettre une fréquence de coupure suffisamment basse, vous voyez que là, en décimant d'un facteur 10, les 2 millions de points par seconde, ça devient 200 000 points par seconde, c'est-à-dire des spectres qui vont de moins 100 000 à plus 100 000. Et si je ne vais que de moins 100 000 à plus 100 000 Hz, le signal à 120 kHz ne sera pas là à 120 kHz, mais il sera uniquement à 80 kHz, puisque ce spectre va de plus 100 à moins 100. Donc il faut absolument penser à maîtriser sa fréquence d'échantillonnage, puisque là on a décimé d'un facteur 10, on a 10 fois moins de points par seconde après la décimation. Et pour que ces signaux qui étaient à 120 kHz ne se retrouvent pas dans la bande de base par erreur, il faut absolument penser à filtrer correctement avant de décimer. Donc là, maintenant, vous voyez que cette maîtrise de la fréquence d'échantillonnage impose aussi de maîtriser quelles sont les composantes spectrales qu'on veut éliminer, ou quelles sont les composantes spectrales qui vont nous polluer. Et du coup, pour ce faire, il va falloir mettre des filtres passe-bas avant chacune des décimations. Alors, maintenant, cette bande de transition, je vous ai dit, ok, on fait un filtre passe-bas, on a bien compris la règle sur la fréquence de coupure, mais on n'est toujours pas explicite sur la bande de transition. Tout ce que j'ai montré pour le moment, c'est que si je prends une bande de transition égale à une fraction de la fréquence d'échantillonnage, alors cette fraction va être le nombre de coefficients qu'il y a dans le filtre. Pourquoi ? Eh bien, cela vient du théorème de convolution. Le théorème de convolution est un théorème fondamental du traitement numérique du signal qui dit que la convolution est exprimée comme le calcul de ces valeurs pondérées, c'est-à-dire le fait qu'une sortie à un instant donné, c'est égal à la somme des valeurs pondérées par le coefficient B, des entrées passées, et pour être rigoureux, c'est les entrées retournées dans le temps. Dans la pratique, les filtres sont symétriques et ce problème ne se posera pas, mais pour être rigoureux, on va dire que la sortie à un instant donné, c'est la somme des coefficients à l'instant K multipliés par les valeurs passées des signaux acquis, retournés dans le temps, pour que les formules soient correctes. Et le théorème de convolution vous dit que lorsque vous prenez la transformée de Fourier de cette expression,
la transformée de Fourier de cette expression y, c'est devenu, au lieu d'être une convolution, un produit de transformée de Fourier. Donc, transformée de Fourier de y, c'est la transformée de Fourier des coefficients b multipliée par la transformée de Fourier des valeurs x acquises. Ici, vous voyez que j'ai un algorithme qui a besoin de n multiplications, puisque k va de 0 jusqu'à n-1 le nombre de points que j'ai acquis. Et ce petit n ici va prendre n valeurs, donc c'est quelque chose qui va aller de 0 jusqu'à n-1. Donc, on a de nouveau un algorithme qui a besoin de n multiplications n fois, qui est donc un algorithme de complexité n au carré. Ici, on vient de dire à l'instant que la transformée de Fourier discrète est un algorithme de complexité nombre de coefficients au carré. Donc si on implémente cette chose de façon naïve, on n'a rien gagné, puisqu'on implémente, d'après le théorème de convolution, les opérations dans le domaine de Fourier ou dans le domaine temporel sont de même complexité algorithmique. Mais le vrai bénéfice, c'est que si au lieu d'utiliser une transformée de Fourier, on utilise pour ce faire une transformée de Fourier rapide, nous avons vu que cet algorithme est de complexité non pas n carré, mais n log en base 2 de n. Et là, on y gagne considérablement. Donc le théorème de convolution, qui nous permet d'appliquer un filtre dans le domaine temporel, est en fait implémenté en pratique dans le domaine spectral. Et donc votre sortie y, c'est la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier rapide, de la transformée de Fourier rapide des coefficients multipliés par les transformées de Fourier rapide des entrées. Et ce faisant, vous avez obtenu un algorithme de complexité non plus n carré, mais n log en base 2 de n, qui va donc être beaucoup plus rapide à exécuter. Donc, ça, c'est un point clé sur l'implémentation des filtres. Un filtre s'appelle une somme pondérée des valeurs passées des entrées, mais en pratique, vous pouvez aussi le voir comme le fait que vous allez faire la transformée de Fourier du signal, prendre le gabarit d'un filtre, dont vous comprenez le sens des coefficients b comme étant la transformée de Fourier des coefficients b, c'est le gabarit du filtre, et finalement, si je veux revenir dans le domaine temporel, je reprends la transformée de Fourier inverse de cet objet-là. Donc, en termes de graphique, voilà à quoi ça ressemble. Je prends un signal initial, soit je dis que ce signal, je le passe dans la convolution, c'est-à-dire je fais la somme des bkxn-k et les b, ce sont ces coefficients b, à la fin, j'ai la courbe bleue. Ou bien je dis que je prends la transformée de Fourier des échantillons, je prends la transformée de Fourier du gabarit du filtre, je fais le produit dans le domaine de Fourier, et je reviens par transformée de Fourier inverse, et évidemment on trouve exactement la même chose. J'ai fait exprès de décaler un peu la courbe rouge pour la différencier de la courbe bleue, mais d'après le théorème de convolution, ces deux opérations sont exactement les mêmes. Sauf que, grâce à la transformée de Fourier rapide, on va effectuer cette transformée en n log n au lieu de l'effectuer en n carré. J'ai remis ici la démonstration du théorème de convolution, qui est simplement une expression. Si j'écris ce qu'est la convolution, c'est-à-dire la somme ou l'intégrale dans le domaine continu des x de t, y de taux moins t, taux ça a le rôle avant de mon n et t de mon k que j'avais auparavant, et que la transformée de Fourier c'est l'intégrale de x de t exponentielle de j de pi ft, à ce moment-là, on voit que la transformée de la convolution, c'est la double intégrale, et puis je remplace le x qui est ici par son expression avec exponentielle de j de pi ft, donc c'est la double intégrale de x qui est ici, y de t moins taux, exponentielle de j de pi f taux qui est ici, puisque le t qui a été rentré là, c'est le taux quand on vient passer dans la convolution. Et la seule astuce pour bien comprendre la démonstration du théorème de convolution, c'est qu'on définit une nouvelle variable, parce qu'en fait, ici, on veut s'affranchir de ce taux moins t, et donc on va fabriquer une variable s qui est taux moins t, afin d'éliminer ce taux moins t qui est ici, et grâce à ça, on sépare les deux variables, x va dépendre de t, y va dépendre de s, et ces deux variables dépendant de ces deux fonctions x et y dépendant de deux variables t et s différentes, on va pouvoir séparer les deux intégrales
qui vont donc nous donner deux transformées de Fourier qui sont le produit l'une de l'autre. Donc la démonstration du théorème de convolution passe juste par ce changement de variable ici et permet de vérifier que la convolution dans le domaine temporel est un produit de transformée de Fourier rapide dans le domaine spectral. Alors pourquoi c'est important de voir cette relation entre la convolution et la transformée de Fourier? Rappelez-vous, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est que lorsque je définis un filtre, j'ai dit que je définissais deux grandeurs que sont, en fonction de la fréquence, la puissance, j'ai besoin de la fréquence de coupure et j'ai besoin de la bande de transition. Et j'ai dit, la bande de transition, c'est le temps qu'il faut pour que le filtre baisse. Donc, un utilisateur, il va définir sa coupure et sa transition. Ce sont les deux paramètres que vous demande GNU Radio. Et GNU Radio, lui, il va chercher à calculer les coefficients B qui permettent de répondre à ce gabarit. Donc, en fait, GNU Radio va chercher à identifier les B, donc B, tels que le gabarit de cet objet, c'est la somme des BK xn-k selon le théorème de convolution. Et donc, on vient de voir à l'instant que par ce théorème de convolution, la transformée de Fourier de Y, c'est égal à la transformée de Fourier de B fois la transformée de Fourier de X. C'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Pourquoi tout ça a de l'importance? Parce que le problème, ça va être ce terme-là qui est lié au gabarit qu'on vient de définir là. Si vous voulez définir ce qui se passe à ce point qui était la fréquence de coupure et à ce point qui est la fréquence de coupure plus le pas de fréquence, ça veut dire que nécessairement la résolution de votre transformée de Fourier doit être meilleure que delta f. Donc la résolution de la transformée de Fourier doit être meilleure que le delta f qu'on vient d'exprimer ici la transition. Puisque si ma résolution de transformée de Fourier n'est pas suffisamment bonne, j'aurai un point ici, j'aurai un point ici, et je ne pourrai pas dire ce qui se passe à cet endroit-là de la transformée de Fourier. Mais la transformée de Fourier est bijective. Ça veut dire que lorsque je fais une transformée de Fourier sur n points dans le domaine temporel, je récupère dans le domaine des fréquences n points. Et le point clé dans ce qu'on a dit auparavant, c'est que la transformée de Fourier va de moins la fréquence d'échantillonnage divisée par 2 jusqu'à plus la fréquence d'échantillonnage divisée par 2. Donc l'excursion de la transformée de Fourier, c'est la fréquence d'échantillonnage. Donc la résolution, le pas de fréquence de la transformée de Fourier, c'est la fréquence d'échantillonnage divisée par n. On a une excursion de fréquence d'échantillonnage, on a n points dans le domaine spectral, donc ça c'est la résolution de la transformée de Fourier. Et ce que nous dit l'analyse qu'on vient de faire ici, c'est que ce pas dans le domaine de Fourier doit être plus petit, il faut que j'ai des pas plus petits que delta f, la bande de transition. Donc on vient de conclure à l'instant que FE divisé par n doit être plus petit que delta f. Et ce n ici, c'est le nombre de points dans le domaine temporel que nous devons acquérir, mais c'est aussi le nombre de points dans le domaine spectral sur lequel nous devons travailler. Donc c'est ça le n qu'on va utiliser lorsqu'on va établir le filtre. Et on voit donc ici que ce n est déterminé, si je passe le n de l'autre côté, n doit être plus grand que la fréquence d'échantillonnage divisée par delta f. Et rappelez-vous, ce delta f, c'est celui qu'on rentre dans GNU Radio Companion quand on donne la bande de transition. Donc si vous comprenez maintenant que je donne comme bande de transition Semprey divisé par 64, donc si je définis delta f comme étant FE divisé par 64, j'ai choisi de définir la fréquence d'échantillonnage de cette façon-là, vous voyez que par conséquent, FE divisé par delta f, c'est-à-dire FE divisé par ce terme-là, pardon, j'ai oublié, si j'enlève
ce terme-là. Donc, si maintenant je dis que delta F est défini comme étant FE sur 64, alors FE sur delta F, c'est FE sur 64, c'est-à-dire que j'ai défini N égale 64, le N qui est ici. Donc, vous voyez cette relation entre mon choix de la bande de transition comme étant une fraction de la fréquence d'échantillonnage. C'est une façon indirecte de définir le nombre de points sur lequel on va faire la convolution, ou en d'autres termes, le nombre de points sur lequel on va faire la transformée de Fourier. Ça, c'est un point fondamental parce que souvent, les premiers utilisateurs, les gens qui commencent à utiliser GNU Radio se posent la question, c'est quoi cette bande de transition, et ils mettent une valeur très petite. Et vous voyez que si vous mettez une valeur très petite dans la bande de transition, c'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez très petit dans cette bande de transition, c'est-à-dire que vous définissez un filtre très raide, puisque vous dites avec un écart de fréquence très petit, je veux que le filtre chute dans sa réponse, eh bien vous allez imposer d'avoir énormément de coefficients et vous allez solliciter des ressources de calcul déraisonnables de la part de GNU Radio. Donc voilà, un point fondamental, bien comprendre cette bande de transition et que cette bande de transition, finalement, ça va déterminer les ressources de calcul nécessaires à faire aboutir le traitement que vous demandez à GNU Radio. Alors, du coup, maintenant, une fois qu'on a compris toutes ces opérations, on peut regarder un peu comment concevoir des chaînes de traitement. Alors, voilà un exemple de réception de la bande FM. Si vous écoutez une station analogique de la bande FM, vous verrez qu'au début, vous êtes obligé d'échantillonner relativement vite. Une station commerciale FM, ça occupe typiquement 200 kHz. Ces récepteurs de radiologiciels ne peuvent pas travailler en dessous de quelques centaines de kHz. Et donc, vous allez échantillonner avec la fréquence déterminée par les caractéristiques du convertisseur analogique numérique. Vous allez isoler le signal qui vous intéresse avec un filtre passe-bas, et comme vous isolez un signal parmi beaucoup d'autres, tout le reste du spectre ne sert plus à rien, donc vous allez l'éliminer en décimant. Lorsque vous allez décimer le signal audio-fréquence, une station FM ça occupe 200 kHz, mais vous savez bien que le son issu d'une carte son, c'est quelques dizaines de kHz. Donc, on n'aura pas besoin de tous ces échantillons, on va pouvoir décimer, de nouveau encore une fois, et à la fin atteindre les fréquences d'échantillonnage des cartes son, quelques dizaines de kHz. Donc, vous voyez que quand on avance dans les chaînes de traitement, on commence avec des méga échantillons par seconde, et au fur et à mesure qu'on avance, on va décimer parce qu'on a filtré, on va décimer parce qu'on a traité, et à la fin, on va se retrouver avec des fréquences d'échantillonnage avec des débits de données de plus en plus modestes pour atteindre finalement des débits bas qui vont pouvoir être exploités par des algorithmes relativement complexes. Voilà, donc bien penser à mémoriser l'évolution des débits de données et GNU Radio ne le fera pas pour vous. Et éventuellement, on va pouvoir ajuster les débits de données pour répondre aux exigences des différentes chaînes et des différents blocs de traitement et bien penser à chaque fois filtrer lorsque vous voulez décimer afin d'éviter le repliement spectral et vous faciliterez la vie en essayant d'utiliser des variables pour paramétrer les différents blocs, puisque si plusieurs blocs dépendent d'une variable commune, ça évitera de faire des fautes en essayant de propager une valeur dans plusieurs blocs successifs. Donc, pour conclure maintenant, voilà, je vais juste parler rapidement un petit peu du matériel que vous pouvez utiliser pour faire du traitement de radiologiciel. Donc j'ai avec moi deux petits matériels assez communs. Donc le premier, ce sont des récepteurs de télévision. Alors à l'origine, ces objets avaient été conçus pour recevoir la télévision numérique terrestre et du coup ils sont produits en masse en Chine à très grand volume. Et les premiers développeurs Linux qui ont voulu faire le pilote pour le noyau Linux de ces récepteurs se sont rendu compte que ces récepteurs radio ne faisaient pratiquement rien, mais ils se contentaient de simplement envoyer le flux IQ à l'ordinateur et c'est l'ordinateur qui faisait tout le travail. Et donc, si c'est l'ordinateur qui fait tout le travail, personne ne nous limite à uniquement recevoir de la télévision. On va pouvoir recevoir n'importe quel signal détectable par ce récepteur.
Et ça a vraiment été à l'origine d'une explosion de la popularité de la radio logicielle. Pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai regardé ce matin, voilà le prix de ces récepteurs de radio logicielle, ça fait une dizaine d'euros. Vous les trouverez voilà, chez tout bon marchand sur Internet. Pour vous donner un peu les caractéristiques, si je reprends le schéma qu'on a vu auparavant, hein, c'est-à-dire que ce récepteur de radio logicielle se comporte comme un élément dans lequel on a une antenne, l'antenne qui est ici. Cette antenne va sur un amplificateur et un mélangeur qui est le composant qui est là, puis va être converti pour aller là et finalement envoyer un flux IQ vers le PC. Vous voyez que la bande de fréquence porteuse, c'est-à-dire l'oscillateur local qui est ici, elle est de l'ordre de 50 mégas jusqu'à 1600 mégas, donc ça couvre complètement la bande FM autour de 100 mégas, mais ça couvre des choses telles que la téléphonie mobile autour de 900 MHz, ça couvre le GPS autour de 1 giga 5, et puis ça couvre même Inmarsat à 1600 MHz, donc en fait vous êtes capable de recevoir plein de signaux avec ces récepteurs pour une somme relativement modique. Par contre, ils n'ont pas une bande passante énorme. Le convertisseur analogique numérique ici est limité à 2,4 mégas échantillons par seconde. Donc les signaux que vous allez pouvoir observer sont de bandes pas excessivement larges, mais ça permet déjà de travailler sur énormément de signaux. Le gain ici a une dynamique d'une quarantaine de dB. Et vous trouverez pour GNU Radio le bloc qui permet de recevoir les flux de données tels que je vous l'ai montré avec la correspondance. La fréquence d'échantillonnage, c'est le paramètre qui est ici. La fréquence centrale, c'est l'oscillateur local qui est là. Et le gain, c'est le paramètre qui est ici, c'est le gain de l'amplificateur à gain variable. Donc ça, c'est un récepteur très sympathique avec lequel on peut faire plein de choses très intéressantes. Et puis l'autre objet que j'ai avec moi, ça c'est un peu plus performant, un peu plus onéreux évidemment. Ça s'appelle, donc c'est une carte qui a été développée par Analog Device, qui s'appelle la Pluto SDR. Donc la Pluto SDR, développée par Analog Device, c'est un dispositif un peu plus cher, beaucoup plus cher, il est 30 fois plus cher, mais qui est aussi beaucoup plus performant. Vous avez ici un émetteur et un récepteur, l'autre n'est que en réception, celui-là est un émetteur et un récepteur, et ce composant ici peut aller jusqu'à 6 GHz. Donc en fait avec ce composant vous pouvez aller de 70 MHz jusqu'à 6 GHz, vous avez un processeur relativement puissant, et la sortie de ce flux de données va partir en USB vers GNU Radio. Donc voilà le type de récepteur de radio que vous êtes susceptible d'utiliser, et je vais vous montrer dans le dernier transparent que le coût de ces interfaces est directement proportionnel à la bande passante, donc la vitesse du convertisseur numérique, qui se traduit par la vitesse à laquelle les données vont sortir de ces interfaces de radio logicielle. Vous voyez qu'un des points très agréables de la radio logicielle, c'est que c'est quelque chose qui tient dans la main avec un ordinateur portable, on met ça dans son sac à dos et on peut aller écouter des signaux un peu partout sans être obligé de déplacer un matériel relativement volumineux ou conséquent lorsqu'on veut aller explorer des nouveaux signaux. Si vous n'avez pas de signaux qui vous intéresseraient, sachez qu'il existe un certain nombre de dépôts sur Internet dans lesquels on va essayer de stocker des fichiers de données. Donc voilà, ça c'était j'étais allé voir avant de préparer la présentation si ces récepteurs étaient encore disponibles, donc voilà les voilà. Et finalement pour conclure, si vous êtes intéressé d'explorer des signaux auxquels vous n'avez pas accès, par exemple mon collègue Mark Lichman a développé le site web iqengine.org, donc en fait qui est un dépôt dans lequel on stocke des signaux IQ enregistrés un peu partout dans le monde, voire même dans l'espace, et vous allez pouvoir télécharger ces fichiers et les observer. Donc par exemple, le signal que j'ai observé sur la bande analogique française, ou si vous voulez faire du radar, ou si vous voulez observer des signaux acquis dans l'espace, vous allez trouver des multitudes de signaux pour essayer des flux IQ, et vous allez pouvoir les analyser. Et la question qui va se poser, si vous vous intéressez à ce problème, c'est de savoir comment sont organisées les données. Comment vais-je lire les fichiers qui sont compris dans ces fichiers? Et ça, c'est un problème
très courant en radiologiciel, c'est-à-dire vous allez passer du temps à écouter des signaux, à enregistrer des signaux, à remplir des disques durs avec des signaux, et finalement, au bout de quelques mois, vous aurez oublié comment vous avez enregistré les données et comment vous les avez organisées. Et donc, dans le cadre du projet GNU Radio, il y a un projet secondaire annexe qui s'appelle SIGMF, les signaux, les métadonnées, métafiles, les métadonnées des signaux associés à chaque fichier de données. Donc si je regarde par exemple un des fichiers que j'ai enregistré, vous voyez que ce fichier que je viens de vous montrer, le fichier binaire acquis par radiologiciel, je vous ai dit auparavant qu'on a vite fait de générer des fichiers de quelques centaines de mégaoctets, voire gigaoctets. Ici, à peu près 1 minute d'enregistrement de la bande FM analogique en France a occupé 670 mégaoctets. Donc vous voyez que ça prend une place significative. Et ce fichier de données, dans la nomenclature de SIGMF, donc de l'organisation des données, on l'appelle le fichier data. Donc le fichier de données, ce sont les données elles-mêmes. Mais à côté de chaque fichier de données, on va stocker un fichier de métadonnées. Et si vous regardez ces fichiers de métadonnées, eh bien, ils contiennent un descriptif. Par exemple, quelle était la configuration de mon antenne, quel était le type de l'antenne que j'ai utilisé, quelle est l'organisation des données. Par exemple, ici, je dis c'est un nombre complexe de type flottant, à l'opposé d'un type entier, codé sur 32 bits. Je vais mettre une description qui me permet de me rappeler de ce que j'ai enregistré et la fréquence d'échantillonnage. Éventuellement, je vais me rappeler quelle est la fréquence centrale lorsque j'ai fait l'acquisition. Et ça, c'est absolument fondamental, parce que si vous ne mettez pas un fichier de métadonnées à côté de chacun de vos fichiers de données, vous ne pourrez plus vous rappeler, vous ne pourrez plus savoir comment traiter vos signaux lorsque vous les récupérerez sur quelques années plus tard, lorsque vous les aviez enregistrés. Donc voilà le type de données que vous pouvez télécharger sur Internet. Et donc même si vous n'avez pas d'interface matérielle, même si vous désirez vous familiariser avec des nouveaux fichiers, eh bien dans GNU Radio, vous pourrez dire je veux fabriquer un signal non pas synthétique, mais je vais produire un signal issu d'un fichier. Donc dans ce cas, vous allez utiliser un fichier de source de données. Et dans ce cas, je vais dire le fichier est de type nombre complexe codé sur 32 bits, donc c'est déjà ce type-là. Et lorsque je vais vouloir charger le fichier, je vais pouvoir aller chercher l'endroit où j'ai stocké les données. Donc prendre le fichier de données, le fichier le plus gros, et ce fichier, on pensera bien à placer le bloc throttle, puisque, encore une fois, un fichier n'est pas une vraie source de données, c'est une source fictive de données, et derrière, je vais par exemple pouvoir dire, je voudrais afficher le spectre. Donc je vais prendre le puits en fréquence. Si vous regardez dans mon fichier, j'ai indiqué que le fichier a été enregistré à 1 920 000 points par seconde. Donc cette information, je vais la retranscrire dans la fréquence d'échantillonnage. 1 920 000 points par seconde. Comme j'ai mis une interface graphique, GNU Radio réclame que je choisisse une interface GUI, Qt, avec une interface graphique. Et si maintenant j'exécute ce script, vous allez voir le spectre de la bande FM en France. Et donc, je vais pouvoir maintenant essayer de traiter ces signaux pour démoduler le signal audio-fréquence, les différentes composantes spectrales des signaux qui sont contenus dans ces données. Donc ça, c'est une source de données extrêmement riche parce que, à côté d'informations que vous êtes susceptible de recevoir dans l'environnement proche où vous travaillez, vous pouvez aller explorer des signaux disponibles sur Internet, voire même, il y a Daniel Esteves, qui est un chercheur espagnol, qui a accès à des données de radiotélescopes pour observer l'espace profond. Et donc, il y a des données uniques
que vous auriez bien du mal à obtenir. Et grâce à ces données, on peut faire du traitement n'importe où dans le monde sur des flux de données IQ. Donc encore un bénéfice de la radio logicielle pour disséminer et distribuer les informations à travers le monde. Et donc mettre en commun nos ressources de traitement si on veut essayer de chacun bénéficier des compétences d'autrui sur le traitement de ces informations. Voilà, j'en arrive à la fin de mon exposé pour aujourd'hui. La radio logicielle, ça vous permet d'acquérir énormément de données, de traiter énormément de données, et grâce à la reconfigurabilité, d'appliquer des algorithmes qui vont explorer tous ces signaux de radio qui sont autour de nous. Pour donner un exemple de tout ce que j'ai pu obtenir avec ces petits récepteurs à une dizaine d'euros que je vous ai montré auparavant, une dizaine de dollars, je peux acquérir des signaux dans la bande 50 MHz jusqu'à 1600 MHz. Et pour vous donner les exemples de ce qu'on a exploré, donc évidemment il y a la bande FM commerciale, donc les radios qui jouent de la musique ou qui passent des informations. En ce moment, la tendance est de remplacer les radios analogiques par des radios numériques, donc Digital Audio Broadcast, qui sont les méthodes numériques de diffusion de musique et d'informations qui vont petit à petit remplacer la modulation de fréquence. Des modes de communication qui s'apparentent au SMS, donc le POXAX et les anciens pagers qui permettent d'échanger des petits messages textuels donc qui sont autour de 400 MHz. Les avions qui volent autour de nous communiquent avec les aéroports avec un protocole qui s'appelle ADS-B. Donc ADS-B peut être reçu dans le monde entier puisque des avions volent un peu partout, donc avec une portée de l'ordre de 300 km limitée par la courbure de la Terre. Donc ça c'est 1090 MHz. Vous aurez énormément de modems, par exemple des stations météorologiques qui communiquent sans fil, ou tout ce qui est des communications courte portée sans fil. En Europe, les bandes industrielles, scientifiques et médicales sont à 434 MHz et 868 MHz, qui sont en plein dans les bandes de ces petits récepteurs faible coût. Un autre protocole de communication des avions s'appelle ACARS. ADS-B, c'est la localisation des avions. ACARS, c'est leur télémétrie. Ça, c'est autour de 131 MHz. Encore une fois, très facile à obtenir avec des bandes passantes de quelques kilohertz seulement. Et puis, si vous vous intéressez à l'espace, au-dessus de notre tête, systématiquement, il y a autour de 800 km d'altitude des satellites de communication par téléphonie satellite, les Iridium. Donc Iridium, c'est 1620 MHz, c'est juste à la limite de ce qu'on peut recevoir, mais je peux les recevoir, je les ai déjà reçus avec ces petits récepteurs. Et puis il y a GPS qui est à 1575 MHz, qui est juste à la limite de la bande passante de ces récepteurs. Mais pareil, on peut recevoir les signaux GPS. Et juste pour vous faire réaliser ce que ça veut dire que recevoir un signal GPS, c'est un émetteur de 50 watts, donc en fait qui émet la même puissance qu'une ampoule incandescente et qui est placé à 20 000 km d'altitude. Donc vous avez une ampoule de 50 watts à 20 000 km. Et pourtant, ces petits récepteurs radiofréquences conçus pour recevoir la télévision à quelques dizaines de kilomètres, avec le traitement du signal suffisamment efficace, avec des méthodes d'analyse suffisamment fines, vous êtes capable de retrouver l'information du GPS émis à 20 000 km, 50 watts, avec des petits récepteurs à 10 euros. Enfin, je trouve absolument incroyable la puissance du traitement du signal pour obtenir ces résultats. Et puis, plus proche de nous, il y a les satellites météorologiques à 750 km d'altitude, que ce soit les satellites américains ou les satellites russes, qui communiquent à 137 MHz, c'est la bande de fréquence allouée aux communications Terre-Espace, enfin Espace-Terre, qui sont en plein dans ces bandes de fréquences. Et puis finalement, vous pouvez faire des mesures de radar, puisque vous obtenez des signaux radiofréquences, vous avez le flux IQ qui est bien avant le traitement numérique des données. Donc on peut analyser les propriétés des signaux IQ, c'est-à-dire les signaux au plus près de l'antenne, et donc faire une analyse non pas des propriétés numériques, mais analogiques de ces signaux. Et donc on est capable de mettre en place une multitude de signaux. Donc encore une fois, avec ces petits récepteurs faible coût, que je viens d'illustrer, avec juste ce matériel, on est capable d'appréhender tous ces domaines. Alors,
Bah, dans mon cas, ça m'a pris à peu près 10 ans pour explorer tous ces sujets différents, de me familiariser avec tous ces protocoles. Je ne l'ai pas fait seul, évidemment. La communauté GNU Radio est extrêmement active, donc il y a un certain nombre de ces protocoles. Iridium, par exemple, ça a été fait par un groupe de développeurs allemands. Mais c'est l'opportunité de mettre en pratique une multitude de thématiques de traitement numérique du signal.